6 jeux annulés, 7 retardés, une chute libre de 34% de la valeur en bourse, un passage de franchise de jeux emblématiques à des IA médiocres, destinés aux joueurs. Ici Josh de The Infographics Show, et nous expliquons comment Ubisoft s'est autodétruit. Ce qui est unique avec Ubisoft, c'est que ce n'était ni une entreprise de jeux centenaire comme Nintendo, ni une entreprise lancée par un ancien cadre d'Apple comme EA. Dans son sens le plus pur, Ubisoft était une entreprise familiale fondée à la fin des années 80, par la famille Guillemot de Saint-Monde, en France. 5 frères, Christian, Claude, Gérard, Michel et Yves, voulaient tourner la page de l'entreprise familiale de soutien à l'agriculture. Ils voulaient se diversifier dans la technologie informatique, ce que seuls les visionnaires comprenaient en 1986. Ce ne serait pas une simple mode. Grâce à l'argent donné par leur mère, les frères ont créé des jeux. L'entreprise a un temps opéré depuis un manoir luxueux en Bretagne pour attirer les meilleurs talents, sans que personne ne prévoie la suite. Après 9 ans à construire leur marque et à rassembler des talents, ils ont connu un immense succès avec le héros de jeux vidéo sans bras, Rayman, en 1995. Ils ont encore eu de la chance grâce à un accord de licence avec l'auteur prolifique de romans à suspense Tom Clancy. Cela leur a permis d'adapter ces romans sur les opérations spéciales en jeux à succès tels que Splinter Cell, Ghost Recon et Rainbow Six. Ubisoft a été essentiel dans le développement des jeux de tir à la première personne, des mondes ouverts et des jeux d'infiltration, qui définissent aujourd'hui le jeu vidéo moderne. Les années 2000 et 2010 ont été les décennies où Ubisoft semblait vraiment invincible, en publiant leurs titres les plus appréciés, et à succès dans les franchises Prince of Persia, Assassin's Creed et Far Cry. Ils ont aussi acquis de petits studios comme Oliant, créateur d'un jeu d'élevage de chevaux populaire comptant plus de 2 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Même Rayman, le petit héros à l'origine de tout, recevait encore des titres appréciés. Même aussi tard qu'en 2013, ils introduisaient encore de tout nouveaux piliers emblématiques du jeu vidéo comme Watch Dogs dans leur catalogue. Alors qu'est-ce qui aurait pu mal tourner ? Il s'avère que pratiquement tout. Watch Dogs n'a finalement pas été le nouveau Far Cry ou Assassin's Creed. La bande-annonce marquante de l'E3 2012 laissait penser que Watch Dogs serait un tournant pour les joueurs, illustrant les atouts majeurs d'Ubisoft. C'était un environnement vivant et dynamique, où l'infiltration et le piratage se combinaient pour donner aux joueurs un contrôle total sur le monde qui les entourait. Cela semblait trop beau pour être vrai, ce que la démo suivante à l'E3 2013 a confirmé. Les visiteurs et les journalistes ne comprenaient pas pourquoi le jeu était si laid. Les joueurs ont vite compris la supercherie, et ses effets ont été immédiats. Était-ce la première fois qu'une entreprise exagérait lors d'une démo ? Non, mais avec le recul, cela paraît un sombre présage. Cela montrait qu'Ubisoft s'éloignait des joueurs. À l'époque, le retour de bâton semblait les avoir forcés à réagir, non ? Le PDG Yves Guillemot, l'un des 5 frères fondateurs, a présenté des excuses publiques. Il a déclaré que cela modifierait profondément la façon dont l'entreprise ferait la publicité de ses jeux, en visant plus de clarté et d'honnêteté. Les joueurs ont vite constaté que les excuses continuaient. La vague d'erreurs suivante, censée être révolutionnaire, de Division, a été un échec. On avait l'impression d'un clone de Destiny de 2014 truffé de microtransactions. Malgré la promesse d'Ubisoft, la situation évoluait, et les joueurs allaient vite en pâtir. Les microtransactions ont provoqué un énorme tollé. Mais contrairement à l'incident de Watch Dogs à l'E3, Ubisoft n'a même pas feint de s'excuser ou promis de ne pas recommencer. Assassin's Creed, Valhalla et Odyssey comportaient tous deux les mêmes fonctionnalités pay-to-win détestées. Les fans ont supposé que le gameplay de base avait été rendu volontairement agaçant, canalisant la frustration directement vers le système de microtransactions. Tous les défauts dans le comportement d'Ubisoft semblaient se rapporter à 2 facteurs principaux, une cupidité incontrôlée et une tendance à sous-estimer leur public. Des fuites révèlent qu'Assassin's Creed Origins aurait pu avoir une héroïne principale. Les développeurs voulaient cela, mais les dirigeants imposaient un héros masculin, pensant qu'un jeu avec une femme ne se vendrait pas. Et ce n'était que le début. 2015 a marqué le début des problèmes pour Ubisoft, avec des batailles d'entreprise et le contrôle familial mis à l'épreuve. Pour la première fois, l'entreprise a dû mener des batailles d'entreprise en poursuivant le développement des jeux. Autrefois entreprise familiale dirigée par les 5 frères Guillemot, avec des filiales comme Oliant, transmises à la génération suivante, Ubisoft était désormais devenu une cible. Dans le monde impitoyable des médias, les studios familiaux sont souvent des cibles pour les grands conglomérats, recherchant des propriétés intellectuelles. Ce fut le cas lorsque Vivendi, une entreprise médiatique française bien plus grande, tenta de lancer une OPA hostile sur Ubisoft et ses actifs. Les Guillemot se retrouvaient désormais face à la possibilité de perdre l'entreprise qu'ils avaient été bâtie de toutes pièces. Cela a déclenché une bataille juridique qui allait durer 3 années éprouvantes,
tandis que le paysage du jeu vidéo continuait d'évoluer autour d'eux. La loi française impose qu'en détenant 30% des actions d'une entreprise, une offre d'achat globale est obligatoire, ce qui a mis les frères Guillemot sous pression. Quand Vivendi a commencé à acquérir massivement des actions Ubisoft en octobre 2015, il détenait 10,4% de l'entreprise, soit un peu plus d'un dixième. Les frères Guillemot savaient que l'entreprise était sérieuse, ayant déjà déboursé 500 millions d'euros pour acquérir Gameloft, fondé par eux. Et il était clair qu'elle cherchait à faire la même chose avec Ubisoft. Les frères Guillemot ont réussi à résister, mais le véritable combat ne faisait que commencer. En décembre 2016, Vivendi possédait 25,15% des actions d'Ubisoft, ce qui les plaçait à moins de 5 points de pourcentage de mettre Ubisoft dans une situation de contrôle légal. Alors qu'Yves Guillemot perdait la main comme développeur, il restait un homme d'affaires avisé. Il a mobilisé la communauté des affaires pour racheter des actions Ubisoft avant Vivendi, diluant leur contrôle et empêchant la prise de contrôle. Mais Ubisoft n'était pas totalement à l'abri des influences extérieures. Les vrais défis commençaient à peine. Malgré le chaos général de la tentative de prise de contrôle, Ubisoft et ses filiales continuaient d'avancer. En 2018, Orient, sous la direction de Chris Guillemot, a commencé à développer le jeu mobile Tom Clancy Elite Squad. Le 20 mars, alors que Vivendi se désengageait, Ubisoft a annoncé un nouvel investisseur majeur, Tencent, géant chinois, devenu la plus grande entreprise de jeux vidéo mondiale. Il suffit de dire qu'ils ont beaucoup de poids à faire valoir entre Tencent et tous les autres groupes qui avaient acheté des actions pour empêcher la prise de contrôle par Vivendi. Ubisoft s'est retrouvé avec plus de bouches à nourrir et face à la montée de la crypto, a choisi la pire option, le jeu basé sur la blockchain. Après des années de frustration autour des microtransactions, des paywalls et des jeux vidéo, ils ont décidé d'ajouter encore plus de moyens de le faire. Et dans ce but, ils ont créé Ubisoft Quartz, une place de marché en ligne pour des objets cosmétiques de jeux basés sur la blockchain. Les gens pouvaient acheter de nouveaux skins et tenues pour leurs personnages de jeux vidéo. La crypto-monnaie promettait la propriété numérique. Mais la volatilité et les joueurs cherchant avant tout de bons jeux ont fait que ce ne fut pas le miracle qu'Ubisoft imaginait. Mais Ubisoft n'allait pas laisser un détail comme le rejet de tous leurs clients les empêcher de rejoindre pleinement la tendance. Ils ont sorti des jeux entièrement basés sur la blockchain comme Captain Laserhawk, The GIMU et Champions Tactics. Ils ont ensuite semblé redoubler, puis tripler d'efforts sur le fait que les NFT étaient une date à l'avenir du jeu vidéo, même si tout le monde leur disait clairement qu'ils n'en voulaient pas. Alors qu'Ubisoft courait après les tendances, ils devaient aussi faire face à une grave crise de relations publiques en coulisses, une situation malheureusement trop familière dans l'industrie du jeu vidéo. Ils ont fait face à de nombreux cas de harcèlement sexuel et de comportements inappropriés chez les employés. À l'été 2020, le mouvement MeToo a suscité de nombreuses révélations sur des comportements prédateurs cachés dans les plus hauts niveaux de diverses industries. Ubisoft en faisait clairement partie. Ce n'était pas seulement par ignorance, mais pour une autre raison. Libération a révélé des décennies de comportements indécents chez Ubisoft, dissimulés par les ressources humaines qui protégeaient l'entreprise, et laissaient perdurer ses agissements. Les choses allaient vite devenir incontrôlables. Orient a publié une bande-annonce pour le jeu mobile Tom Clancy's Elite Squad, révélant que les méchants terroristes du jeu, un bras, avaient exactement le même logo qu'un véritable groupe de justice raciale. Des cadres ont été forcés de démissionner, et la gestion d'Yves Guillemot a provoqué des départs massifs du personnel en 2021. Dans une décision qui a fait paniquer à la fois les joueurs et les investisseurs, Ubisoft a annoncé qu'ils allaient moins se focaliser sur les jeux AAA. L'entreprise délaissait son identité traditionnelle pour favoriser les modèles mobiles et jeux-services. De nouvelles applications mobiles, un accord de développement de jeux mobiles avec Netflix, et des versions mobiles de certains de leurs jeux les plus appréciés, comme Assassin's Creed et Rainbow Six, ne faisaient que confirmer davantage cette orientation. Et bien sûr, le pire restait encore à venir. Pour Ubisoft en 2023, les paris ratés et investissements ont mené à un plan de réduction des coûts controversé, suscitant la colère en interne et en externe. Yves Guillemot a envoyé le genre de mémo aux employés qui vous ferait mettre à jour votre profil LinkedIn, disant qu'il voulait, je cite, que chacun d'entre vous soit très prudent et stratégique dans ses dépenses et initiatives pour garantir notre efficacité et notre sobriété, car il s'agit d'une entreprise française, non américaine. Cela a conduit à d'importantes grèves des travailleurs et à des revendications pour de meilleures conditions et des salaires plus élevés, ce qui n'était pas vraiment en accord avec le plan de réduction des coûts. Ils ont donc licencié 124 employés de leurs équipes VFX et IT en novembre de cette année-là. Et ce ne serait pas la dernière vague de licenciements chez Ubisoft.
À mesure que la situation empirait, et qu'on arrivait en 2024, Ubisoft était au bord du gouffre, et les choses n'allaient pas commencer à s'améliorer. Cette fois-ci, les dirigeants ont créé un scandale en affirmant que les joueurs devaient s'habituer à ne pas posséder leur jeu, ce qui a déplu aux gamers. Peut-être que cette déclaration ne visait pas l'accent mis sur les modèles de jeux-services. Peut-être voulait-il dire que les joueurs ne pourront pas posséder de jeux s'ils ne sortiront jamais, ou s'ils sont trop fondamentalement cassés ou bourrés de bugs pour que quiconque ait envie de les posséder. Mais ces options étaient trop lucides pour Ubisoft à ce stade. Après 11 longues années de développement, Ubisoft a enfin sorti Skull and Bones, une épopée de pirates avec un budget de plus de 100 millions de dollars et un financement partiel de Singapour, promu comme le tout premier jeu quadruple A de l'industrie. Finalement, c'était sans surprise un jeu-service en monde ouvert, unanimement jugé comme un gâchis total, ce qui s'est révélé prophétique. En plus de la déception de Skull and Bones, ils ont également connu des titres peu performants avec Avatar, Frontiers of Pandora, X Defiant et Star Wars Outlaws. Cela les a amenés à retarder la sortie d'Assassin's Creed Shadows de 4 mois. La confiance des consommateurs envers Ubisoft s'érodait rapidement. Au cours de l'année 2024, certains de leurs jeux-services, comme X Defiant, ont fermé. Encore plus de licenciements, davantage de grèves des employés, et la fermeture de 2 de leurs studios de développement, Ubisoft San Francisco et Ubisoft Osaka. En septembre, les résultats financiers désastreux du studio ont poussé Tencent et les Guillemot à envisager des mesures drastiques, allant même jusqu'à envisager de vendre Ubisoft à des fonds d'investissement privés, ce qui aurait écarté la famille de l'entreprise. Les consommateurs, en suivant les actualités, avaient l'impression d'assister en temps réel à la mort imminente d'Ubisoft, tel qu'ils le connaissaient. En réalité, Ubisoft survivrait difficilement, et les pires humiliations étaient à venir. En 2025, ils ont été frappés par de nouvelles suppressions de postes, et ont commencé à vendre leurs propriétés intellectuelles à d'autres studios, comme Grow Home et Cold Fear. Il y a également eu la fermeture d'un autre de leurs studios, Ubisoft Leamington, en novembre 2025. Ils ont perdu beaucoup de confiance après avoir retardé leur rapport financier semestriel, et interdit temporairement la vente d'actions, je cite, pour limiter la spéculation et la volatilité du marché durant ce court délai. Lorsqu'ils ont finalement publié le rapport, ils ont également annoncé qu'ils avaient réduit leurs effectifs à un peu plus de 17 000 personnes à la fin septembre 2025, contre près de 20 300 en 2022. Et puis sont arrivées les véritables horreurs de 2026. Game Hazard a appelé cela l'effacement de 10,6 milliards d'euros, c'est un gros milliard, avec un M. C'était le 22 janvier 2026, lorsque la séance de bourse a ouvert. Et la valeur de l'action Ubisoft a chuté de 34,4%, faisant perdre à l'entreprise plus d'argent que la capitalisation boursière totale de CD Projekt Red. Ce qui a déclenché la chaîne d'événements, c'est le rapport d'Yves Guillemot. Réinitialisation majeure de l'organisation, des opérations et du portefeuille. Il exposait la dure réalité d'Ubisoft. Éliminer tout ce qui n'est pas rentable rapidement, et garder l'entreprise à flot coûte que coûte. Ce type de rapport n'est rédigé qu'en cas de difficulté. Cette nouvelle orientation a conduit à l'annulation de 6 jeux, un remake de Prince of Persia, Les Sables du Temps, 3 nouvelles licences, un jeu mobile et un autre projet non annoncé. Cela a également entraîné le report de 7 autres jeux, dont un remake d'Assassin's Creed Black Flag. En plus des fermetures d'Ubisoft Stockholm et d'Ubisoft Halifax, et bien sûr, une série de licenciements chez Massive Entertainment, Ubisoft Abu Dhabi et Red Lynx à Helsinki. C'était le signe le plus évident que l'âge d'or d'Ubisoft était fini. Et bien sûr, ce ne serait pas une catastrophe d'entreprise moderne, sans que l'IA ne montre son vilain visage. Ubisoft a investi beaucoup de temps et d'argent dans des PNJ alimentés par l'IA pour ses jeux, et semble explorer d'autres façons d'utiliser cette technologie. Yves Guillemot lui-même l'a décrit, je cite, comme une révolution aussi grande pour notre industrie que le passage à la 3D. Est-ce qu'Ubisoft s'est complètement effondré en ce moment? Pas encore, mais l'entreprise est en chute libre et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Maintenant, découvrez le téléphone indestructible qui a détruit sa propre entreprise ou regardez ceci à la place.